Je voudrais tout d'abord remercier les bénévoles et les militants qui ont œuvré pour que cette réunion et celle d'avant existent et soient aussi bien organisées tout au long de la campagne. Sans eux, on n'existe pas, personne n'existe et le mouvement n'existe pas, nos idées ne sont pas diffusées. Sans eux, nous n'aurions pas gagné. Et sans eux, rien ne se fait. Et sans eux, je vais débuter à Bruxelles, que je n'aurais pas eu à Paris notamment. Donc merci vraiment. Les services publics, c'est la thématique de ce soir. Alors nous, les services publics en Ariège, effectivement, c'est une catastrophe, mais ça rassure personne, bien sûr, on n'est pas le seul. Notre département, nous en parlions tout à l'heure avec Anne-Sophie, la ruralité, c'est quand même effectivement la cinquième roue de carrosse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour une grande partie des gilets jaunes étaient sur les ronds-points au début, c'était la disparité. Nous, on a plus de gilets jaunes ici, tu me dis que tu les as vus en arrivant. On a plus de gilets jaunes ici qu'à Paris, parce qu'effectivement, ici, c'est la troisième, quatrième, voire la cinquième France. Et il y a un sénateur que m'a laissé Fabien, un sénateur qui a fait un rapport à considérer l'Ariège comme quelques autres départements comme ultra-ruraux. J'entendais ce que ça veut dire, ça veut dire que c'est vraiment l'ultra-périphérie. À Paris, le périphérique, ce qui se passe au delà du périphérique, la ruralité, d'abord la périurbanité, la ruralité, et puis l'ultra-ruralité, et nous sommes là. Derrière nous, comme la Teresa, donc, les services publics, si on prend notamment notre population, 13,7% de la population est en zone blanche au niveau des services de proximité. Les services de proximité, là, ça désigne les écoles, les médecins généralistes, mais aussi les boulangeries, c'est-à-dire que les commerces, les petits commerces, effectivement, 13,7% de la population, est en zone blanche à ce niveau-là. Et 15% au niveau des services intermédiaires, et là, les services intermédiaires sont les supermarchés, mais aussi les collèges et les médecins spécialistes. Et donc, c'est une image flagrante d'une hyper-inégalité territoriale. Voilà, le sénateur Genlet, c'est le sénateur de la Lozère, c'est Alain Bertrand, que je lui connaître peut-être, qui a fait un rapport là-dessus, qui a fait un très bon rapport là-dessus. Nous avons la Poste, eh bien, c'est 80 000 emplois supprimés au niveau national, c'est quelque chose qui n'est plus un service public, mais un service au public. Attention, il y a une sacrée nuance. Le haut, ça fait tout. Selon l'étude une étude de 2012, il y a 84% des gens de qui disent qu'il y a une dégradation du service public de la Poste. Et je les comprends parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est qu'il n'y a plus de poste. Donc c'est une sacrée dégradation. En 1998, il y avait un quart des communes qui avaient un bureau de poste, sur environ 80 bureaux. Et aujourd'hui, la moitié de tous ces bureaux ont fermé ou sont des agents postales ou des relais de poste avec des contrats qui ont été passés aussi avec les élus, ici, qui ont signé des contrats pour que l'on puisse avoir le paiement de gens, soit dans les mairies, soit dans des agences postales, qui sont souvent dans des succursales de grandes chaînes de supermarchés privés, qui sont des petits supermarchés privés. Et là, on a effectivement des gens qui ont signé des contrats pour 9 ans, où les gens sont payés pendant 9 ans, mais après ça deviendra soit les gens de la collectivité territoriale, ou ça deviendra rien, ça va faire non. C'est-à-dire que là, maintenant que les choses ont été signées il y a 5-6 ans, dans 2-3 ans, il y aura une fermeture, une grande vague de fermeture des agences postales dans tout le pays, pas qu'en Ariège. Je vous rappelle quand même aussi que cette profession, notamment des facteurs, ce qu'ils appellent les facteurs d'avenir, il y a une grève en juillet 2018, une grève contre l'allongement des tournées, et surtout la réorganisation du travail. C'est-à-dire que maintenant, on demande aussi d'être commerçant. Même quand je vais à Castillon, je rentre dans mon agence postale, on me demande des pas d'éteindre, des choses comme ça. A priori,
non, vraiment pas. Et ils me disent, ben oui, je dois vendre des enveloppes, je dois vendre des timbres, je dois vendre des champs. C'est-à-dire que maintenant, les a transformés en commerciaux des gens qui ont été embauchés par le service public, on en a plus beaucoup, il n'y en a plus d'ailleurs maintenant. Les derniers, ils deviennent maintenant des commerciaux pour la poste. Et puis on arrive aux écoles. Et alors là, les écoles, en 1980, 226 communes de l'Ariège avaient une école primaire. Aujourd'hui, c'est 136. Donc voilà. Donc ça fait 90 écoles qui ont fermé. 90 écoles fermées. Voilà. Alors, quand vous entendez M. Macron nous dire il n'y aura plus d'écoles rurales qui fermeront, il faut aller jusqu'au bout de la phrase sans l'accord du maire. Voilà. Donc sans l'accord du maire, nous connaissons, parce que vous avez pu voir dans la dépêche notamment que je suis impliqué contre la fermeture de baraques d'école, nous connaissons des maires qui sont pas contre la fermeture de leur école sur leur commune. Donc, et puis, si on ne ferme pas l'école, on ferme des classes. À Saint-Géron, notamment, on a supprimé un poste qui met en déséquilibre tout un fonctionnement dans une école Saint-Alary, école où il y a une classe Ulysse. Les classes Ulysse sont des classes spécialisées qui accueillent des enfants handicapés. Voilà. Au niveau des effectifs, alors on a une baisse de 90 écoles à fermer. Maintenant, au niveau des effectifs, c'est 12 033 élèves en septembre 89 et 12 713 en 2018. Alors même s'il n'y a pas une très forte augmentation, il n'y a pas de diminution. Par contre, il y a une suppression intensive des postes. À la rentrée 2019, par exemple, c'est 5 postes en moins. Donc la scolarisation des enfants de moins de 3 ans à Axe-les-Thermes, c'est fini. La suppression à Axe-les-Thermes, il y a un fois. Suppression de postes en réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté à les rasettes, donc à Mirepoix, c'est fini aussi. Et 8 classes supprimées. Alors si on ne fait pas d'école, on supprime des classes. Saint-Giron, Tarascon, Montgaillard, Largol, Varilly, Pamiers, Les Alpes. Et cette suppression, l'unité localisée pour l'inclusion scolaire, les ULIS dont je vous parlais, à la Vallée. Voilà, la santé, en 1998, il y avait 13% des communes avaient au moins un médecin généraliste. Aujourd'hui, on n'en a plus les chiffres. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, et surtout, cette catastrophe va aller grandissant parce qu'on a la moyenne d'âge des médecins qui est de 50 ans dans la région. Et je crois qu'on n'est pas les seuls et on n'est pas le pire département. J'ai pu voir d'autres statistiques où c'était encore beaucoup plus grave, où on s'approchait véritablement de la retraite, voire on avait une population de gens qui avaient l'âge de la retraite et qui exerçaient tout le temps, parce que sinon, il y avait une pénurie effective de services de santé dans des grandes zones géographiques. Alors ça concerne 30 à 32% des médecins qui auront atteint l'âge de la retraite en 5 ans. Aujourd'hui, pour notre départ annoncé ici, il y a une année. Voilà, c'est pareil pour les infirmiers, et la grosse difficulté ici, comme ailleurs, c'était aussi dans ce discours, dans la première école, on ne fermerait pas d'école rurale, on ne fermerait pas d'hôpital, mais on fermerait des services dans les hôpitaux. Et vous savez que c'est la méthode du privé, on prend une usine, on commence à fermer un service, un deuxième service, un troisième service, et au quatrième service, on vous convoque pour vous dire, vous exprimez que la coquille est vide. Et que la coquille est vide, donc elle n'a plus lieu d'exister. Et que l'on va de toute manière continuer à pérenniser un semblant d'activité, mais qu'on va surtout le déléguer au privé. Voilà. Alors là, sur l'offre hospitalière, on a effectivement une pénurie des spécialistes au CHAC, notamment des chirurgiens, de neuro au CHIVA, et notamment au CHIVA, une fermeture de 54 lits. Donc, à ce propos, je salue le combat des syndicalistes là, je passe un coucou et un soutien très appuyé à Manu Cadet, qui a été entendu dernièrement par la gendarmerie. Les trésoreries, c'est aussi le service public, parce que si on veut des écoles, si on veut des hôpitaux, si on veut des routes, il faut des impôts, et ces impôts sont récoltés normalement par des trésoreries, mais avec l'impôt à la source, les choses changent, et alors là, je pense que je ne vais pas, parce que là c'est un almanach, je me rappelle des almanachs Cousteau à l'époque. C'est un truc que vous disiez le soir, le lendemain, vous avez le temps de voir les films. Donc c'est dramatique. On a donc les fermetures de trésorerie en 2017-2018 de Victoso, de Castillon
Saint-Cloud qui est transféré vers Saint-Gilon qui transfère son cadavre vers fermeture de la bastide de Sérou, varie des services à Paris en 2018-2019, Luzenac, Mirepoix et d'autres ont fermé. On a eu une discussion avec le directeur des finances publiques de l'Ariège. C'était au début de mon mandat, pour me dire effectivement quelles allaient être les conséquences de l'impôt à la source, parce qu'il y allait avoir des fermetures de trésorerie, et très honnêtement, il nous a dit qu'effectivement il allait y avoir sûrement des conséquences. Et ces conséquences, on les voit, et on avait pu à l'époque essayer de faire vérifier en disant que géographiquement, il y avait des trésoreries qui ne pouvaient pas fermer, parce que sinon il fallait faire des kilomètres pour pouvoir avoir une trésorerie ouverte. Alors on a dû sauver à l'époque la trésorerie mandative, mais qui est en sursis. Voilà, pour les services publics, je continue avec la SNCF et la SNCF. Donc on connaît tout l'abandon des lignes anciennes, mais celle qui me reste, la seule qui me reste, qui est celle de Toulouse à la Tour de Carole, qui est une ligne quand même internationale, on a bien international à la Tour de Carole. Mais je trouve que c'est un atout phénoménal. C'est quelque chose qu'on devrait valoriser. On devrait valoriser cette ligne pour pouvoir, justement, parce qu'elle existe, au lieu de détruire et d'avoir un impact écologique important, un impact environnemental important ailleurs, on devrait utiliser ce que nous avons, et notamment cette ligne internationale, cette gare internationale de la Tour de Carole, qui relie Toulouse à la Tour de Carole et la Tour de Carole à Barcelone. Barcelone, intramuros, c'est 1 600 000 habitants. Depuis les premiers pactes ferroviaires, on constate la dégradation du service, mais ça n'arrange pas du tout. Aujourd'hui, on a des automates avec commandes en ligne qui remplacent tous les guichets. Là, j'ai entendu que le guichet de Paris est fermé et qu'il n'y aurait plus non plus d'humains. C'est important, je veux dire, d'humains à Paris pour accueillir. La nouvelle convention TER, alors, il y a aussi eu la bataille pour maintenir les horaires d'ouverture de la gare de Paris et le poste d'accueil. C'est quelque chose qui va à l'encontre de la convention qui avait été signée entre la région et la SNCF. La SNCF a pris des libertés que la région lui a laissé prendre. Et malgré tout, ils ont fermé ce poste. Et la nouvelle convention TER 2018-2025 qui a été signée là, en mars 2018, c'est, en dépit des affirmations contraires, c'est pas du tout d'amélioration, bien au contraire. On passerait de 304 600 heures d'ouverture annuelle des guichets en Midi-Pyrénées à 183 000. Donc, ça fait une réduction de 40%. Donc, imaginez-vous ce que ça représente en ETP. Donc, la suppression probable de 58 guichets en Midi-Pyrénées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la SNCF n'est plus obligée de placer du personnel pour assurer des missions de sécurité et d'encadrement dans les trains. Au niveau Occitanie, donc là aussi, ça fait 15 OTP qui sont supprimés, mais le problème, c'est que quand on fait des choses comme ça, c'est pareil pour la santé. Lorsqu'on n'a pas de public, lorsqu'on n'a pas d'infirmier, lorsqu'on n'a pas de prévention, on a des maladies, à la fin, ça coûte plus cher. Et lorsqu'on met pas des gens dans les trains, on a un problème de sécurité, et ça coûtera effectivement beaucoup plus cher, in fine, que de garder les gens dans les trains. Il n'y a donc non plus de contrôleurs dans les trains, avec cette conséquence de la recrudescence des violences dans les trains voyageurs. Il y a un risque de dégradation rapide de la portion entre Tarascon et la Tour de Carole, parce qu'il y a un manque criant d'investissement. Et notamment, il y a le non-remplacement du chasse-neige, qui parlait de neige tout à l'heure. Là, on arrive à des altitudes où il neige. Et puis, pour finir, pour presque finir, je voulais parler des concessions des barrages hydroélectriques. Là, la privatisation est en marche. Il s'agit de notre patrimoine, de votre patrimoine. Et comme on aime à le dire, c'est le service public. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et là, particulièrement, l'Europe a demandé à privatiser les barrages. Mais nous pouvions nous y opposer. Il y a un décret de 2014 que le Premier ministre, Édouard Philippe, pouvait invoquer à ce moment-là et pourra invoquer au moment de la privatisation. C'est un décret, un article dans ce décret qui dit que si l'on considère que la chose est stratégique pour la France, alors on
vérifie et on contrôle l'investissement privé étranger à l'intérieur des consortiums qui vont être mis en place. Alors, l'eau c'est une ressource vitale, bien entendu, et puis il y a quelque chose quand même, c'est que le rôle des barrages, c'est de produire de l'énergie, bien effectivement. Celui qui tient l'énergie, quand même, il tient beaucoup de choses, parce que si vous avez un ordinateur pas d'énergie, votre ordinateur, il servira pour caler des livres. Et l'eau, c'est aussi un moyen de régulation en cas de crue ou de soutien d'étiage. Rappelez-vous qu'au bout de la Garonne, là-bas au fond, il y a quand même de Fèche, à un moment donné, il faut un débit conséquent pour pouvoir fonctionner le Fèche. Donc, quand on avait EDF qui gérait ce genre d'infrastructure, il y avait, semble-t-il, pas trop de problèmes. On demandait même pour l'agriculture de plaine de pouvoir faire des lâchers de manière à avoir un étiage conséquent et que les activités dans les plaines puissent continuer, perdurer. Mais lorsque ceci sera sous la coupe d'une entité privée, lorsqu'on demandera des lâchers, ce sera peut-être bien oui, peut-être bien non, et ce sera combien? C'est-à-dire, oui, écoutez, oui, des lâchers, non, on n'a pas prévu de lâcher pour l'instant. Mais par contre, on peut le faire, ça coûte tant. Voilà, et ça, ce coût-là, vous le retrouverez, ou vous pouvez le réputer en bas dans vos factures EDF ou factures d'opérateurs privés. Et les barrages, c'est un outil qui joue un rôle crucial pour éviter notamment les blackouts électriques, parce que c'est une réserve d'énergie très souple à mettre en œuvre. Une centrale nucléaire, l'éteindre c'est compliqué, la rallumer c'est très compliqué. Mais un barrage, le mettre en œuvre et envoyer son énergie sur le réseau, c'est assez souple. En Ariège, nous avons 148 centrales, donc 23 en concession, et nous produisons, une puissance nous produisons 1737 gigawatts. Ça représente le tout de la consommation électrique de l'Ariège. Et les candidats à la concession des premiers paquets, qui contiennent des ouvrages construits en Ariège, se sont déjà présentés. Certains dossiers sont déjà en cours d'instruction. C'est le cas du barrage de Tèche, près d'Astéterne, dont la concession est arrivée en échéance en 2017. Et pour les barrages de Rouge, de la barre et d'Orgex, l'échéance c'est 2021. Et 2023, c'est pour le barrage d'Aston. Donc voilà, un petit tour non exhaustif de la situation catastrophique des services publics en Ariège. Elle ressemble beaucoup à celle des départements français locaux et d'outre-mer. Mais Macron vous l'avait annoncé. Là-dedans, j'étais sur le service public effectif. Nous connaissons tout, puis il y a d'autres services publics. Mais Macron nous l'avait annoncé ceci, il avait déclaré en déplacement dans un Simpson qui s'appelait En temps réel, en fait c'est l'ancienne fondation Saint-Simon, pardon, que les fonctionnaires, le statut de la fonction publique n'était plus adéquat. Donc il a annoncé et il va le faire, il a annoncé et il va le faire, une coupe de 120 000 fonctionnaires. Donc ce sera le plus grand plan social du quinquennat, 120 000 suppressions d'emplois. Fonctionnaires et contractuels sur le période du quinquennat, donc ça fait 60 000 dans la fonction publique d'État et 50 000 dans la fonction publique territoriale, qui est déjà super bien lotie. Donc 50 000, il va falloir les trouver. Alors vous comprenez qu'effectivement, au niveau sécuritaire, quand on arrive dans un régime comme le nôtre, qui devient un régime autoritaire, avant on disait effectivement il y avait une dérive autoritaire, mais là on arrive dans un régime autoritaire. On ne va pas donc fonctionner sur les forces de l'ordre, sur la sécurité. On va donc fonctionner ailleurs. On va fonctionner à l'hôpital, à l'école et effectivement dans la fonction publique territoriale. Et les contrats aidés, 50 000 contrats de ce type donc, ont été supprimés. Et ça, il s'inscrit de toute manière Macron dans une logique libérale ancienne. C'est la RGPP de Sarkozy, et qui a déjà supprimé 150 000 postes dans la fonction publique d'État. Et économiser, c'est lui qui parle d'économie. Pour moi, on n'économise pas dans un service public. Un service public n'a pas à être rentable. Les sociétés privées ont à être rentables parce que c'est leur fonctionnement, mais pas un service public.
Et puis vous aviez aussi la MAP, la modernisation de l'action publique 2012-2017 de François Hollande, qui lui ambitionnait tout autant d'économies, environ 3 milliards par an, et la suppression de 33 500 postes, mais après les attentats de janvier, il en a supprimé que 5 000. Et donc c'est un mouvement très ancien qui continue avec l'externalisation des fonctions qui étaient autrefois assurées par des agents du service public, qui sont maintenant dévolus au marché privé, au marché public. On peut citer les agents d'entretien, les cuisiniers, les agents publics. Et puis il y a quelque chose qui me bouge véritablement parce que c'est ma commission à l'Assemblée nationale, c'est la culture. La culture, c'est la variable d'ajustement des budgets. Les gens ici se sont occupés de culture au niveau départemental, notamment, ça de quoi je parle, et à partir de ce moment-là, nous, au niveau de l'État, l'Europe faisant qu'on demande aux États de procéder à une politique d'austérité, l'un des premiers budgets touchés, c'est celui de la culture. Et si on touche au budget de la culture et qu'on veut quand même avoir un rayonnement, à ce moment-là, il faut y apporter de l'argent d'une autre façon. Donc c'est le mécénat qui arrive, et on arrive avec une culture qui devient de plus en plus privée. Et voilà pourquoi M. Arnaud ne se prive pas d'exposer ses valises Louis Vuitton au Grand Palais, puisqu'on lui passe le Grand Palais. Et pourtant c'est chez nous. Voilà en gros le pouvoir d'achat effectivement des fonctionnaires. Je vais juste dire un petit mot là-dessus, qui ont été les premières victimes des politiques d'austérité. Le point d'indice, lui, est gelé depuis 2010, avec une hausse préélectorale en 2016 de 0,6%. Mais sinon, depuis 2010, ça a permis quand même à l'État d'économiser plus de 14 milliards d'euros entre 2010 et 2017, au vu de l'inflation. Et le gouvernement, par la bouche d'Olivier Dussopt, a annoncé en 2018 l'absence de prime exceptionnelle pour les agents du service public. Donc la conséquence directe, c'est qu'un écart se creuse au niveau des salaires, celui de l'inflation qui, elle, a encore augmenté. Et un des syndicats a calculé que cette perte pouvait aller jusqu'à 306 € par mois. Alors, il n'y a que les forces de l'ordre qui ont reçu une augmentation, mais le reste de la fonction publique, elle, voit son pouvoir d'achat diminuer fortement, très fortement. Transposer les ordonnances travail de 2017 à la fonction publique, voilà ce que veut Macron, la fusion, la diminution, l'affaiblissement des instances représentatives des agents, c'est ce qui se passe pour le droit du travail privé, c'est ce qu'il veut faire aussi au niveau des fonctionnaires. Création, écoutez bien, d'un CDD, d'un contrat de durée déterminée dans la fonction publique, ils appelleront ça les contrats de mission, puisque c'est la transposition des ordonnances du travail, ce que je disais. Donc, la possible remise en cause du principe de faveur, la casse effectivement de la démocratie sociale, puisque c'est la mise en concurrence des agents de service public, mais entre eux, pour une évaluation annuelle. Le durcissement des sanctions contre les agents, vous avez vu la dernière loi sur l'école de notre ami Blanquer, pas notre ami, de Jean-Michel Blanquer, qui, sur l'article 1, revient sur le devoir de réserve des fonctionnaires et leur exprime très clairement son intention de les serrer un maximum et leur dire attention à ce que vous allez dire. Et déjà, aujourd'hui, il y a des cas de gens qui ont reçu des sanctions et des mutations suite à cette loi. Et donc, c'est la prépare donc, sur le soulèvement équivalent des grands plans de licenciement d'agents publics, avec des expérimentations toujours en copiant le droit du travail privé, des ruptures conventionnelles dans le service public. Pour les fonctionnaires des 3 fonctions publiques, avec une durée limitée, c'est prévu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025. Voilà, ça fait 6 ans pour faire un super plan social. Ou alors, donc, de favoriser tous les cas de la fonction publique. Le cadre juridique pour les plans sociaux de licenciement de fonctionnaires, vous entendez bien, de licenciement de fonctionnaires, et le cadre juridique pour privatiser des services publics avec des fonctionnaires qui passeraient, eux, en CDI privé. Voilà,
une partie du tableau dressé sur la fonction publique.